Déjà, on vous remercie d'avoir accepté notre contribution. On a entendu la fin des propos de Yacine et on va être certainement en redondance avec pas mal d'éléments qu'il a avancés, en nous centrant notamment sur une contribution qui interroge évidemment la place de la parole des élèves dans le cadre plus général de l'historiographie des pratiques de terrain. Donc on est bien à la frontière de l'épistémologie et de la méthodologie, comme il a été dit, en pensant un portrait d'une histoire vue d'en bas qui reste encore lacunaire, tant la collecte de sources et leur exploitation sont délicates. Et ainsi, nous questionnons les frontières entre une parole d'élève au service d'autres sources et une parole d'élève comme point de départ d'une histoire à part entière. Pour le dire autrement, est-ce que la parole d'élève peut se suffire à elle-même pour écrire l'histoire de l'éducation physique scolaire? Alors, que cherchons-nous? Une vérité historique sur ce qui s'est enseigné sur le vécu des élèves en EPS et dans le cadre du sport scolaire. Autrement dit, une enquête sur l'évolution des curricula réels à l'aune des curricula prescrits et du contexte historique. Car l'éducation physique et sportive, du côté des élèves et des profs de terrain, est une pratique pédagogique, c'est-à-dire une manière concrète d'exercer une activité, un ensemble d'activités volontaires visant des résultats concrets et programmés. Il laisse bien évidemment des traces. Or, comment pouvons-nous accéder à l'opacité et au caractère privé de ce que les profs de terrain ont enseigné, ce que les élèves ont vécu, de positif ou de négatif? Cette quête semble impossible, tant sur 150 ans d'histoire de l'EP, l'accès aux sources, leur caractère situé, leur généralisation paraissent des obstacles épistémologiques et méthodologiques insurmontables. Pourtant, les enjeux historiographiques, comme il a été rappelé tout à l'heure, sont importants et sont d'une grande valeur heuristique et leur étude est indéniablement riche. Dès 2014, Michael Attali et Jean Saint-Martin estiment que cette histoire des pratiques professorales, je les cite, constitue aujourd'hui une voie prometteuse de la recherche en éducation. Elle s'inscrit dans le renouveau de l'histoire culturelle. Précisons que cet objet d'histoire sur les enseignants ordinaires de terrain et le vécu des élèves est au cœur de la vie des réformes scolaires et de l'application des curricula prescrits, dans l'épaisseur et la singularité des établissements scolaires qui sont situés, datés selon les caractéristiques des élèves. Pour l'historien, en tant qu'action humaine, les pratiques pédagogiques passées et le vécu des élèves constituent des événements vrais qui ont, je cite Paul Venn, l'homme pour acteur. Pourquoi ne se glisse-t-il pas dans cette ambition une forme de hiérarchie entre une histoire des pratiques enseignantes et celle du vécu des élèves? La parole de ces derniers, qui n'a pas forcément été consignée dans le temps réel de la scolarisation, qui ne bénéficie pas du recul de l'adulte sur les programmes, les supports d'enseignement, ne serait-elle que le faire-valoir d'une histoire des pratiques enseignantes plus documentée et moins discutable? En effet, d'aucuns ont déjà ouvert ces chemins dès 1982 avec Jacqueline Marcenac, qui conjugue plusieurs histoires, plusieurs types de sources et leur lot de biais épistémologiques. En effet, aujourd'hui, si nous disposons d'un ensemble de travaux de recherche sur les pratiques pédagogiques de terrain et le vécu des élèves en EPS, comme dans d'autres disciplines scolaires, on peut penser à l'histoire, en revanche, ils sont encore peu nombreux, comme l'atteste historiographie de l'EPS. C'est-à-dire, de manière diachronique, des concepteurs et des programmes officiels avant les acteurs de terrain et les élèves en chair et d'os. De la nature et de la disponibilité des sources et des archives pour mettre en récit cette histoire, et consubstantiellement des questions d'ordre épistémologique et méthodologique qu'elle soulève. Dans ses contributions, la focale sur les pratiques enseignantes est plus importante que celle sur le vécu et la parole des élèves. Rares sont les travaux qui les prennent comme point de départ d'une autre histoire de l'EP. Quelles sources et quelles archives? C'est alors l'enrichissement mutuel entre l'histoire des pratiques enseignantes et celle des vécus et ressentis des élèves qu'il s'agit de questionner en optant pour le parti pris d'une histoire vue d'en bas. Pour l'historien, la pratique à l'état brut est l'expression du vécu des acteurs, élèves ou profs, entre réalité, fiction et illusion. Elle peut donc s'exprimer, donc être sourcée à partir d'un ensemble de sources, non encore répertoriées parfois, et d'autres archives variées et protéiformes. Or, où sont localisées ces sources et ces archives?
Donc, ce sont, à l'instar de notre contribution à deux voix, deux histoires vues d'en bas qui se servent l'une l'autre, assonantes ou dissonantes, tant les ambitions professorales et la réalité de chaque établissement, chaque classe et chaque élève limitent les généralisations hâtives. C'est en comparant l'EPS pensé, structuré, finalisé par les adultes, avec l'EPS vécu, représenté, espéré de la jeunesse, que le procès de vérité gagne en substance. L'histoire vue d'en bas, qui embrasse l'ambition d'une histoire totale et impose d'ouvrir le spectre des sources et des acteurs, à l'instar d'Alain Cormin comblant le manque d'érudition de son sabotier orné. En l'espèce, du côté de ceux qui enseignaient, les profs de terrain, nous disposons de témoignages, d'entretiens, de préparation de séances ou de leçons, d'articles publiés dans des revues professionnelles, des ouvrages didactiques, des films et des photos. Du côté de ceux qui ont vu et apprécié, je cite Polybe, 100-200 ans après Jésus-Christ, qui affirmait « La vue est plus sûre que l'ouïe », nous disposons de rapports d'inspection. Du côté de ceux qui ont rendu visible l'opacité des curricula réels, nous avons effectivement aussi des photos de journalistes, de profs. Nous avons également des archives, tout un ensemble d'archives iconographiques. Du côté de ceux qui ont enseigné, c'est-à-dire les vrais profs de terrain à partir de leurs documents manuscrits personnels et professionnels, citons l'exemple d'André Selle. Alors pour gagner du temps, hein, ici effectivement on a pu avoir accès à son cahier de natation. Abordons maintenant les questions d'ordre épistémologique propres à chacune de ces sources ou archives à partir du cas de la notation scolaire. Les notes ou cahiers de cours permettent de concrétiser la programmation, les progressions et les contenus, tant didactiques que pédagogiques, d'un ensemble de leçons de natation. Ici, de 1965 à 1975, dans un établissement qui venait tout juste de recevoir une piscine normée sur la culture sportive. Autrement dit, ce que l'enseignant a transmis et comment les élèves ont dû l'apprendre, le quoi et le comment. Cette source permet également d'apprécier le degré d'application, et donc les dissonances, avec les programmes. Or, quelles limites et quelles précautions sous-tendent ce type de source? Premièrement, étant prévu à l'avance, ces préparations ne correspondent peut-être pas totalement à la réalité de ce qui a été enseigné. Deuxièmement, de manière synchronique et diachronique, il est très délicat de les généraliser, sauf si elles sont récurrentes chez d'autres profs dans des conditions locales d'enseignement à peu près identiques. Rappelons la citation de Paul Venn, je cite, « L'histoire ne connaît que des cas singuliers de causalité qu'on ne saurait ériger en règle. » Ce qui, sur un plan méthodologique, suppose de croiser et de confronter ces sources avec la parole des élèves, le premier cercle de témoins, les rapports d'inspection, des archives iconographiques, des maîtres nageurs, qui constituent aussi le premier cercle de témoins, etc. Ici, la parole d'élèves relève le plus souvent de l'illustration de traces autres, à l'instar de l'iconographie qui a durablement fait l'objet d'objectivation d'une histoire faite sans elle. S'agissant des rapports d'inspection de leçons de natation, ils renvoient à des documents professionnels de carrière généralement non répertoriés. Ces derniers sont d'ailleurs difficiles à obtenir. Nous faisons remarquer qu'au fil du temps, la forme de ces rapports a été de plus en plus cadrée, homogénéisée et polissée. Que nous apporte-t-il? Ce qui a été transmis à de vrais élèves et comment ils l'ont appris par celui qui a vu. La vue, plus sûre que l'ouïe, disait Polybe. En ce qui concerne les limites et précautions, le rapport rend compte d'une leçon qui a été préparée et peaufinée à l'avance pour l'inspecteur. Ce qui a été établi par le rapport, l'inspecteur, donc, n'est pas forcément sur les plans idéologiques et conceptuels neutres par rapport à la noosphère de l'EPS. Son jugement peut être infléchi, voire inféodé. Sur un plan méthodologique, c'est préférable de les croiser une fois de plus et de les confronter avec d'autres sources comme la parole d'élèves de cette classe, l'entretien du prof et des archives iconographiques. Mais la parole d'élèves sur l'empan de l'histoire de l'EP est difficile à glaner et à mettre en relation avec les rapports d'inspection. Les journaux de lycée, les journaux intimes, les correspondances entre élèves peuvent parfois combler les manques et associer le rapport d'inspection avec ces autres évocations dans un même lieu, pour un même enseignement, voire un même enseignant. Certains l'ont fait en exploitant les carnets de captivité de la Seconde Guerre mondiale, où le captif évoquait ses enseignants. Cette parole était alors mise en parallèle avec des rapports d'inspection des enseignants nommés par le captif. Voici ici quelques illustrations de rapports d'inspection. On ne va pas rentrer dans les détails, tout simplement aussi pour vous montrer que la forme a évolué, que les inspecteurs ont eu à produire des rapports qui étaient de plus en plus cadrés, de plus en plus polissés, avec des formules très académiques, on va dire.
En creux, cette approche finalement interroge largement la valeur du témoin pour dire l'histoire. Le témoin ne capte et ne retient qu'une partie des contextes qu'il traverse, limitant en cela sa valeur en tant que source pour embrasser l'histoire d'une époque. Le témoin possède ses propres représentations du monde, explique la réalité à travers ses filtres et finalement n'est attentif qu'à une partie des événements où ne peut en percevoir que certaines dimensions. Cette réalité du témoin, partielle et partiale, vaut autant dans l'instant des cours que plus tard lorsque l'on s'y réfère. C'est accentué pour le témoin élève par l'appréhension spécifique des leçons des individus en bas âge. La peur, le stress, les joies outrancières, les détails superflus teintent leur témoignage. Rappelons-nous les travaux concernant notamment les enfants de la guerre. Autre exemple, parmi les 30 entretiens menés auprès d'anciens lycéens des années 60-80, celui de Christiane qui vous est présenté en illustration montre bien que nous sommes loin de la précision didactique ou pédagogique de la natation dans ces années 60. Pourtant, la place donnée à la parole des acteurs comme source historique est empreinte des axes historiographiques qui vont de la micro-histoire à celle des mentalités ou des représentations. S'agissant de la question de la mémoire professionnelle comme source à cette investigation, nous savons, comme pour d'autres professions, qu'elle est façonnée, voire inféodée entre la formation initiale, l'univers professionnel, le corporatisme et le syndicalisme en EPS. Ainsi, l'investigation de la mémoire des profs de terrain entre leurs oublis volontaires ou involontaires et leur historicité non historique produit une vérité, du vécu aux pensées, en partie déterminée par tout un ensemble d'influences qu'il nous faut d'une part contrôler et d'autre part apprécier à l'aune du contexte endogène et exogène à l'éducation physique. Du côté des élèves, au-delà des outils permettant de catégoriser les discours et les replacer dans un tout généralisable, s'intéresser à ce personnage anonyme qu'est l'élève permet d'avoir un point de vue personnel et sensible sur le déroulé de l'histoire. C'est une histoire incarnée, forte de descriptions, d'explications, de non-dits et de ressentis. L'historien dispose d'un matériau rare, celui de l'histoire d'un acteur traversant l'histoire. Dans cette perspective, il n'y a pas finalement de petits témoins, il n'y a que des parcours singuliers qui éclairent de multiples facettes la mémoire collective. Ainsi, le témoignage devient tout autant une source de renseignement sur telle ou telle leçon qu'il est un vécu, une représentation singulière de cette leçon. Le témoignage de Pierre, élève de petite taille, suite à un traitement médicamenteux durant son enfance, en est une illustration. Il aurait été relégué dans le groupe des inaptes durant l'EGS ou la 4e République et orienté vers de la corrective. Une différenciation certes contestable, mais l'indifférenciation pédagogique est tout autant mal vécue par Pierre dans le cadre d'une EP scolaire sportive pour tous dans les années 60. Le témoignage fait finalement le lien, même reconstruit, entre ce qui a été transmis et vécu. Les manques ou les oublis deviennent les sources d'une histoire des intérêts, des motivations, des jugements, d'un vécu forcément subjectif. C'est au-delà de la vérité historique, la vérité du témoin qui devient importante. Les traces écrites relevant d'une parole authentique d'élève, sans réécriture de l'adulte, sont difficiles à recenser. Le travail mené autour des baby-boomers permet d'illustrer les difficultés d'une collecte. Par exemple, l'enquête du ministre Missoff de 1966 paraissait un corpus d'études intéressant. Toutefois, le livre blanc laissait apparaître des biais dans la restitution in extenso de la parole des élèves. Il fut beaucoup plus pertinent de revenir à la source première des 2642 dossiers présents aux archives de Fontainebleau. Dans une autre logique, l'initiative de Pierre Agère, enseignant d'EP, qui demandait à ses élèves leur opinion sur l'éducation physique et le sport chaque année, fut très riche. La question posée était très ouverte, sollicitant l'intime, le quant à soi du métier d'élève en éducation physique, la réflexion sur le fait social sport. Et au final, ce recueil livre 715 écrite entre 1974 et 1980.
Les textes sont accompagnés du prénom et de l'élève et sa classe d'appartenance, ce qui est intéressant par rapport aux différenciations sexuées du discours. Les journaux de lycéens, les cahiers de doléances des comités d'action lycéens complétaient le corpus, car ils expriment des demandes liées au fonctionnement scolaire de l'époque, dont est partie prenante l'éducation physique scolaire. Enfin, avec toutes les précautions méthodologiques d'usage, le récit subjectif de Diane Curis dans Diaboloman, une forme d'histoire du sensible se fait jour, mettant en tension histoire et mémoire, et cherchant à résoudre la quadrature du cercle de l'objectivité de l'histoire, inscrite dans l'histoire incarnée du témoin. De nos jours, les blogs et autres données issues des réseaux sociaux s'inscrivent dans cette logique d'une parole libérée et fortement subjective. Avec toutes ces propositions qui recueillent la parole des élèves, c'est une nouvelle histoire qui se structure. Elle n'est plus illustrative d'une histoire qui lui serait extérieure, mais constitutive d'une autre histoire, celle des vécus, des heurts, des joies et des vexations d'un enseignement entièrement à part dans la maison-école. Du côté, enfin, de ceux qui ont rendu visible avec des photos ou des films l'opacité des curricula réels, idem sur un plan méthodologique, de manière diachronique et synchronique. Il faut les croiser et confronter avec d'autres documents, comme la parole des élèves, l'entretien de profs, des archives iconographiques. Ici, quelques illustrations de photos de l'enseignement de natation entre le début du XXe siècle et les années 80. Donc là, passons très vite, quelques éléments sur les films qu'on peut retrouver soit à l'INA, soit chez des enseignants de PS qui, pour certains, ont gardé la trace de leur enseignement. Et pour conclure, et pour faire écho à ce qui a été dit en introduction, effectivement, l'histoire des pratiques de terrain et du vécu des élèves est une forme d'épistémologie de la lacune, dans le sens où les sources et les archives ne sont pas notamment les sources toutes répertoriées et que chacune a ses propres limites et que nous pensons que par des principes de récurrence et de confrontation, on peut effectivement débusquer ou trouver ou investir cette histoire des pratiques. Donc, par rapport à des éléments disons, factuels et actuels, nous considérons que ce serait peut-être une bonne idée que de national pour retrouver dans les états chez des lieux qui ne sont pas destinés et qui ne sont pas des lieux archivistiques, tout un ensemble de sources que nous avons un peu aujourd'hui trouvées, mais dans un nombre plus important nous permettrait d'aller plus loin dans cette enquête sur l'histoire des pratiques de terrain et du vécu des élèves, positifs ou négatifs, en éducation physique. Donc voilà, nous vous remercions de votre attention. Merci à vous.